avaient 18 ans à leur dernière année de lycée. Donc, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette période-là. On ne vous montrera pas cette vidéo, mais c'est un témoignage qui nous avait beaucoup marqué en République tchèque, où un jeune Belge qui était en études, qui travaillait dans un restaurant à Prague, s'est retrouvé sans revenu du jour au lendemain. Donc, c'est ces différents témoignages qui nous semblaient intéressants. On avait pensé vous partager la vidéo de lancement du projet. Je pense que ça peut peut-être permettre de résumer un peu aussi notre démarche. Donc, je vais vous partager l'écran, si ça peut bien marcher. Hop. Normalement. Donc, voici la vidéo de présentation du projet, de ce deuxième projet de Toit d'Europe. Bonjour, c'est Mathilde et Sophie du projet Toit d'Europe et Aurore, notre colocataire. Depuis maintenant 3 ans, vous avez pu suivre notre projet Toit d'Europe qui consistait à aller dans les 28 pays de l'Union européenne pour interroger les jeunes sur ce qu'ils pensaient de l'Union européenne, ce qu'ils en attendaient dans le futur et comment ils imaginaient l'Union de demain. On a interrogé plus de 300 personnes pour ce documentaire. Tous ces témoignages, on les a donc insérés dans un documentaire et une web-série sur Internet. Le documentaire terminé, nous sommes partis présenter à travers l'Union européenne l'année dernière. On est parti en Roumanie, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. L'idée était d'échanger avec les citoyens européens sur la question de l'Union européenne. Et nous avons l'idée de continuer cette année, mais avec la crise sanitaire, ça n'a pas pu être possible. Alors ici, on est confinés depuis le 17 mars et on est confinés donc toutes les trois à Metz-sur-Seine. Pour pouvoir sortir, que ce soit pour se promener ou pour faire du sport, mais dans un court délai, sur une courte distance, on doit faire de l'attestation pour aller faire les courses aussi. Les bars, les cafés, les hôtels, les restaurants, tout est fermé. Et donc depuis le début du confinement, avec Mathilde et comme beaucoup d'autres salariés en France, on télétravaille. Et ça nous intéressait aussi de savoir comment ça se passait dans les autres pays du monde. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre les interviews afin d'aller interroger des jeunes de l'Union européenne, des jeunes que nous avions d'abord interviewés pour le documentaire, mais aussi d'autres, pour un petit peu comprendre comment ça se passait dans leur pays, quelles étaient pour eux aujourd'hui les bonnes et les moins bonnes politiques, comment ils pouvaient nous décrire la situation dans leur pays, mais aussi essayer d'un peu de comprendre pour chacun qu'est-ce qu'ils attendent de l'Union européenne aujourd'hui, comment est-ce qu'ils trouvent la réponse de l'Union européenne à cette crise du coronavirus, et puis surtout quelle Union européenne, après le coronavirus, on peut tous attendre, qu'est-ce qu'on imagine pour le futur. On a vu qu'au sein des pays de l'Union européenne, il y avait eu des différences de politique qui avaient été prises au niveau du Covid-19, des intensités de confinement différents, et également au niveau de l'Union européenne, qui avait eu certaines fois certaines difficultés à s'accorder au sein de l'Union européenne. Alors, dès cette semaine, vous allez pouvoir regarder la série de reportages qu'on nous a concoctée, issue de tous les interviews qu'on a fait dans le documentaire Toit d'Europe. Приготовил мегафон. Персональные подарки, тряски, смартфон. Потряси скорее смартфон. Приложение мегафон. Et nous sommes toujours preneuses de nouveaux témoignages, mais surtout, restez chez vous. Merci Sophie et Mathilde. On a eu un petit moment de trouble. Je ne sais pas d'où ça venait. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de nous dire comment vous avez choisi pour ce soir notamment les deux vidéos que vous voulez nous montrer. Pourquoi avoir choisi Chypre et la France? La France, on s'en doute un peu, mais pourquoi Chypre? Oh, pardon. Du coup, on a choisi Chypre déjà parce que c'est la dernière vidéo qu'on a réalisée actuellement. Parce qu'à savoir qu'on voulait faire 28 vidéos. On comprenait le Royaume-Uni dedans. Et c'est des interviews qu'on a pu faire déjà il y a 6 mois, mais qui se sont étendues depuis le début de la crise de l'année dernière. Et donc, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a terminé que récemment. Et on trouvait que c'était intéressant de parler de cette île-là, parce que c'est vrai que en plus, Chypre, c'est un pays dont on parle assez peu finalement.
Donc, on avait trouvé ça intéressant de vous présenter cette dernière vidéo. Il y en aura d'autres bientôt encore. Mais donc, ça nous semblait intéressant. On avait réussi en plus à avoir 6 témoignages très intéressants de jeunes entre 16 et 30 ans, entre 18 et 30 ans, pardon. Donc, ça nous intéressait beaucoup. On va vous la montrer justement derrière et on va pouvoir échanger ensuite. J'avais juste une question aussi auprès de tout le monde. On pensait enregistrer l'événement parce que ça nous a été demandé, donc je sais pas si ça pose problème pour des personnes. Dans ce cas-là, dites-le. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, on va vous présenter tout de suite cette nouvelle vidéo. Donc, c'est un peu l'avant-première de la vidéo sur Chypre parce elle sort aujourd'hui. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir la voir et puis on va pouvoir en discuter. Et ensuite, on vous présentera la vidéo sur la France. Merci. Alors, je coupe mon micro pour pas qu'il y ait d'effet de retour. On a le son, mais pas l'image. On a le son, mais pas l'image encore. Ah. Donc, je pense qu'il faut partager l'écran comme vous l'avez fait pour la petite. Ah oui, pardon. Oui, ça doit être ça. Pardon. Les problèmes petits techniques. Hop. Là, vous avez le son ? Là, j'ai l'image. Et tout. J'ai tout, je pense. D'accord. Je vous remets au début. We had some incidents as well sometime in March. The first ones appear here. And then, everything started to take let's say, a process of getting into the total lockdown by April. I mean, we didn't have many incidents as in other countries. The government was actually quite at the right point. The measures were to be strict at the beginning. We were allowed to go out of the house once per day by message, or if you're working, you had a specific permission, like a paper. Afterwards, we had 3 messages per day. So we were able to, be more free, go to the supermarket, then go do your job. Some cafes were opening slowly. At the beginning of March, 2 crossing points were closed. And we were told by the government that they were closed because of the coronavirus. So it was very interesting that they only closed 2 borders, but not all of them. And then obviously when we were in total lockdown, they closed all of them. This is something that's been very hard for a lot of people that work on either side, people that for some reason or another have been trapped on either side. From 6 o'clock on the 16th of March, people from abroad, they're not allowed to come back to Cyprus unless they have a certificate from the doctor in their country or in the country they have visited at that time, saying that they don't have the virus. But due to the border restrictions, I couldn't go back home, and my flight was cancelled. But now our government has started some repatriation flights to bring us home. But the good news for us, for students that are studying in international countries, we have the option to claim for 750 euros from our government in order to help our situation here.
I live in the north and I study in the south, so I can't go to school. Like my friends that live in the south, they're gonna go to the school to do the exams, but I'm gonna do them online. First, I was like, okay, it's probably gonna be for like 1 or 2 weeks. So I was like, oh, okay, you know, holiday. But then it started, like, I realized how serious everything was, and I got a big panic because I was like, you know, it's family and we have like older people. So I live very close to my grandma and we see them every day. So I got like a big panic, like what's gonna happen and stuff like that. First of all, as I mentioned, I'm working in a non-profit organization with Erasmus Plus projects. So a huge impact was the mobility of projects that they stopped. I was able to work at home, but the amount of work I had to do was not a lot. Like there were no mobilities between Europeans, like youth exchanges, training courses. So my job was affected negatively, I guess, from this pandemic. And you know, I believe every NGO in Europe is in the same situation as we are. Nobody knows when the mobilities are going to start. I'm studying law in the UK, in the University of Reading. And due to the coronavirus, I was planning to go home for the Easter vacations on the 27th of March. But I got an email from the company saying that my flight was cancelled because our government has shut down the borders in order to restrict the spread of the virus. And the university has also closed down, and we can't go back there. And it has told all the international students to plan to go home if they want to. I don't know if most people say that, but it was mostly psychological. At first, because when I came back, I self-quarantined in my room, and I was there for 2 weeks, and I couldn't see my parents, I couldn't eat with them at first, so I started to feel really, let's say, sad maybe. And then after that 2 weeks, I came out of my room, but still at my house. I feel very lucky to be able to work from home because it means that I don't have to think about, you know, possibly being infected with the virus or anything like that. I mean, that part is great, but, you know, it's very difficult motivating yourself, but also not having the chance to interact with colleagues, you know, just even like a 2-minute break and sharing a joke or a laugh or something like that. I think I've been one of the lucky ones since I had my work and I was busy enough not to realize that it was so long being at home. But the thing was that you couldn't see your family. We would meet online, either through different platforms. So to see my parents or siblings, we will have an online date, let's say, to catch up a bit. To be very honest, in Cyprus, the local media don't really report much on this, or at least I didn't see much on this. Each member state, in any case, is going to go their own way in terms of their measures and in terms of acting, and I don't think there's anything that the EU can do to, you know, enforce anything, because that's not their job. Not much, to be honest. But what I have managed to find out is that they have provided lots of funds to help the countries and with medical supplies and with actual people, doctors that are traveling across borders in order to help, especially in Italy, that I have seen that each country is helping as much as they can by sending either money or people or medical supplies. I saw actions from Europe that they were helping with medicines, helping with some supplies in some countries. At the beginning, I felt also that, okay, where is European Union? What does he do? Where is it? So I was like, okay, maybe I'm not seeing the bigger picture. But I believe after some time, when they started to realize, okay, these are the needs of the countries, we should act like this, it was more concrete. From my perspective, I think that the EU did lots of things, as of what I know,
they tried, for example, on the important stuff. They also gave some funding, I think, or a loan or something, so for the country to use to give to the businesses so that they don't fire people. I want to see the EU moving towards the Green Deal for the green recovery rather than anything else. Because with the green recovery, we can recover and we can never go back to what happened. I fear that the governments right now will start to care about economic recovery rather than the green economic recovery. I think if they have managed to sit together all the countries and make a universal decision, it will be better, and also to synchronize all of their moves and do the same in each country, so it will be safer and restrict the spread of the virus, and instead of having each government has its own policies, and it's essential that they have to work together. It's going to be hard, but if people are determined, I think they can manage. We're gonna have to get used to living with this, so it's gonna be like any other virus. So we're gonna have to take our precautions according to that, but we're also gonna have to learn how to live with it, because we can't just stay in lockdown for the rest of our lives. It's not just gonna disappear in a day. So I think there's a lot of supporters and proponents of the EU in various EU member countries that were probably hoping for more coordination. There are many young people that they either didn't have a job or they couldn't be at home all this time, or many women, as we see, they have faced domestic violence. So these things should worry us a bit and work towards making these situations better. I hope it will change, just to be more united and to see that the need of people, they need to be together and they want to. What we realize from this pandemic is that people need to be together to work this out. So they need to make more actions and bring countries together. Not only the leaders, but the people. For the one country to care for the other, to know the problems of the other country, not our own, and just belong in a big union. Merci beaucoup toutes les deux, et on est très, très honorés d'avoir eu la primeur de cette vidéo consacrée à Chypre. Elle nous émeut d'autant plus que nous sommes, vous le savez peut-être, à la veille d'une nouvelle fermeture de la frontière entre la Moselle et la Sarre. La frontière n'a pas encore fermé, mais les contrôles se sont intensifiés. Alors, il y a plusieurs choses qui me frappent. Bien sûr, c'est un dialogue que nous voudrions initier avec les personnes connectées. Il y a plusieurs choses qui me frappent. Cette fermeture des frontières, bien sûr, et puis ce go home qui est signifié tout à coup aux étudiants étrangers et qui ne peuvent pas repartir chez eux parce que leurs vols sont annulés. D'autre part, j'ai été très frappée par ce témoignage d'une jeune fille, la plus jeune sans doute que vous ayez interviewée, qui était paniquée de devoir vivre au sein d'une famille qui comportait des personnes âgées. Et ça m'a beaucoup frappée, comme si la relation intergénérationnelle était à redécouvrir. Elle a été frappée de neurasthénie à l'idée de devoir vivre quotidiennement avec des personnes d'un certain âge, comme on dit de manière politically correcte. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a une spécificité chypriote, ça c'est à vous peut-être de la faire émerger, parce qu'il m'a semblé que les points abordés sont les mêmes que ceux que nous avons vécus ici, c'est-à-dire la douleur de voir notre mobilité entravée, la relation avec la famille qui est ou bien empêchée ou bien difficile, la nécessité après le choc de mettre en place un système d'entraide
de solidarité, hein, la solidarité internationale qui a joué, comme l'a dit l'une de vos intervenantes, et puis le souhait, le désir, bien sûr, d'une Europe plus solidaire, mieux coordonnée, notamment dans le registre sanitaire, hein, dans le registre de la santé. Le mot convivence, la notion de convivence, plus que jamais, doit être redécouverte. Alors, la seule spécificité que je vois, mais vous allez compléter bien sûr les uns et les autres mes impressions d'écoute, c'est que les médias locaux auraient assez peu parlé finalement de cette crise sanitaire. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous avez dit, Valérie, tout à la fin sur les médias locaux, justement, bah, c'est ce qu'on a montré aussi via notre série, c'est qu'on parlait, les médias locaux, en tout cas à Chypre, ils parlaient beaucoup de la situation sanitaire à Chypre, mais pas ailleurs, pas de la situation dans les autres pays européens. Et c'était à la base, justement, l'intérêt et l'idée de faire cette série sur le Covid à travers les yeux de la jeunesse européenne, c'est de montrer tout simplement comment on vivait la crise sanitaire, que ce soit en Pologne, en Bulgarie, en France, à Chypre, à Malte, parce que finalement, je pense que ça a été un peu le cas pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, au début de la crise, déjà, on ne savait pas que ça allait être aussi important et qu'un an après, on serait encore dans cette thématique-là. Mais c'est vrai que ça soit les médias nationaux ou locaux en France, on a assez peu parlé au début de comment ça se passait ailleurs. On parlait de l'Italie parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne les avait pas écoutés, les Italiens, quand ils nous alertaient sur la crise qui arrivait. Et c'est notamment les jeunes Italiens qui nous ont dit hein, dans les interviews, on ne comprend pas, l'Italie, le gouvernement a dit aux autres gouvernements européens, réveillez-vous, ce qui se passe en Italie, ce n'est pas que l'histoire du pays et des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, ça va arriver chez vous. Et cet appel un peu sans réponse, c'était très frustrant pour les jeunes Italiens qu'on a pu interviewer. Mais les Italiens aussi qui étaient en France au début de la crise et qui sont partis après dans leur famille, qui nous ont dit aussi, quand ils étaient en France, ils ne se rendaient pas compte, et c'est quand ils sont rentrés en Italie qu'il y a eu un vrai décalage. Enfin, voilà, c'était juste un aparté sur l'Italie. Mais c'est vrai que sur le témoignage aussi de Naz, la plus jeune des interviews à Chypre, en fait, c'est pas réellement qu'elle dit qu'il y a une différence de génération, mais c'est surtout, en fait, elle a peur, parce que ça c'est coupé à l'interview, on ne pouvait pas mettre tout, mais elle a peur aussi de contaminer sa grand-mère avec qui elle vit. Et en fait, au début, et c'est assez significatif son témoignage de dire au début, on se dit, bon, c'est un peu des vacances, l'école est fermée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se le sont dit, des jeunes étudiants, je veux dire, étudiants ou au lycée, qui se sont dit c'est l'occasion d'être en vacances, mais parce qu'on ne se rendait pas compte de la réalité. Et après, finalement, quand au bout de quelques semaines, quelques mois maintenant, on se rend compte de la crise sanitaire que cela a formé, bien sûr, Naz était très inquiète pour sa famille. Et puis, ce qui est intéressant pour son témoignage à elle, c'est que du coup, Chypre est divisé est divisé. Et en fait, elle appartient à la partie turque dans le nord. Et elle étudie dans le sud, donc côté européen. Et c'est vrai qu'elle a dû suivre, elle a passé, il me semble même, son examen de fin d'études depuis chez elle, en ligne. Alors, c'était au début, elle le disait aussi, les vacances, les gens sont tous à l'école et toi, tu es chez toi. Puis, en fin de compte, il y a un décalage. Et quand on parle des problèmes aujourd'hui des jeunes en France, mais aussi en Allemagne et ailleurs, de ne pas être en présentiel, cette jeune fille-là, elle a eu dès le début de la crise, en fait. Et pour une jeune de 18 ans, c'est assez triste et très dommage. Donc voilà, son témoignage, en tout cas, à Naz, je trouve que ça nous a beaucoup intéressés. En plus, c'était quelqu'un de très, 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 très motivé. Et puis on s'est rendu compte, après, je laisserai Mathilde parler, mais que finalement, la situation à Chypre, c'était un peu la même qu'en France, dans le sens où les jeunes filles qui télétravaillent, c'était Mathilde et Aurore dans la première vidéo, qui télétravaillent aussi, qui ne savent pas trop comment ça va se passer. Et c'était exactement la même chose à Chypre. Donc, de voir qu'il y a vraiment des cohérences entre les pays, c'était ce qu'on voulait montrer aussi, qu'on est un peu pareil partout. Voilà. Alors, merci d'avoir corrigé mon erreur de surinterprétation.
Comme quoi le montage et la coupure peuvent prêter à confusion. J'en avais déduit que la cohabitation intergénérationnelle posait problème, vous voyez, alors qu'au contraire, c'était un surcroît d'attention. Je voudrais, avant de céder la parole aux personnes connectées, dire que les deux principales qualités, elle en comporte de nombreuses, mais les deux principales qualités de votre entreprise, c'est de nous rappeler en effet que l'Europe n'est pas composée que de 5 pays et de nous rappeler que l'Europe n'est pas composée que d'étudiants. On vous sait gré d'avoir interviewé des jeunes dont le parcours professionnel est déjà avancé, qui sont dans la vie active et qui ne sont pas simplement assis sur les bancs de l'université sans que cette image ait quoi que ce soit de péjoratif, comme on sait. Alors, est-ce que nos spectateurs, est-ce que les personnes connectées ont envie d'intervenir? Alors, on n'est pas sur Teams. Nous, avec mes étudiants, nous sommes familiers de la plateforme Teams et elle a cet avantage extraordinaire d'avoir une petite main rouge qu'on peut lever pour poser des questions. Là, il faut monter au créneau de manière audacieuse pour prendre la parole, c'est-à-dire couper son micro et puis se lancer sans filet parce qu'il n'y a pas de... Si, il y a une main quelque part? Je ne la vois pas. Bon, alors vous connaissez peut-être cette plateforme mieux que moi. Je vous cède donc la parole. N'oubliez pas, bien sûr, de réactiver vos micros si vous souhaitez intervenir. Donc, est-ce que vous avez des questions générales à poser à Sophie et à Mathilde, et plus particulièrement des questions qui porteraient sur cette première vidéo qu'elles ont partagée avec vous consacrée à Chypre? Alors, j'en profite peut-être pour saluer la présence de Sophie à l'écran. Sophie qui va consacrer une étude universitaire à l'entreprise de Toit d'Europe. C'est un des signes de la célébrité lorsque les étudiants, après votre temps d'étude, des étudiants à leur tour vont vous consacrer du temps. C'est un petit signe de vieillissement, mais aussi de notoriété. Surtout pour nous, c'est intéressant de pouvoir partager l'expérience de Toit d'Europe avec d'autres, des nouveaux étudiants, des personnes plus jeunes que nous. Alors, je crois que François, j'ai cru entendre le son de votre voix. Oui, c'est ça. Alors déjà, merci de nous projeter encore en séance privée, entre guillemets, vos documentaires. Enfin, c'est à chaque fois un plaisir. Donc moi, c'est pas vraiment pour poser une question, mais c'est plutôt pour faire une remarque par rapport à une sorte de tribune, entre guillemets, que j'ai lue hier. C'était intéressant quand on a vu le jeune qui s'appelait Christos, il me semble, quand il disait qu'il était coincé au Royaume-Uni et qu'il ne pouvait pas rentrer à Chypre, justement à cause des frontières fermées. Dans la tribune que j'ai lue, donc c'était une tribune qui concernait les étudiants français en Allemagne, mais qui s'adresse aux étudiants en échange en général, et qui en fait montre du doigt une réalité qui est que, par exemple, les travailleurs transfrontaliers ont un statut spécial qui leur permet de ne pas forcément avoir à faire un test avant de pouvoir repasser une frontière. Or, les étudiants en échange, par exemple, là, je suis revenu en Allemagne hier, donc je prends mon cas, enfin en début de semaine. Pour revenir en Allemagne, j'ai dû passer des tests. Si je voulais retourner en France, il faudrait que j'en repasse. Et en fonction du pays où on se trouve, ça peut engager une certaine somme d'argent que tous les étudiants ne sont pas capables de fournir, justement. Et ça veut dire que pour les étudiants qui éventuellement ne peuvent pas se permettre de verser cette somme, il y a une grande sensation d'isolement qui peut se creuser, puisque c'est des étudiants qui ne peuvent pas retourner dans leur famille, par exemple. Et l'idée qu'on voyait, entre guillemets, la tribune, était aussi d'associer alors j'ai oublié comment on le dit en français, c'est un peu bête parce que c'est ma langue maternelle, mais un Sonderstatus pour les étudiants, justement, pour leur permettre de pouvoir passer les frontières librement quand ils sont en échange. Donc voilà, c'était plus pour réagir un petit peu à ça, mais c'est un problème, je pense, qui concerne tous les jeunes Européens et avec lequel peut-être les institutions pourraient en fait
dont les institutions pourraient s'occuper, entre guillemets, et peut-être trouver des solutions, ne serait-ce qu'au niveau régional. Merci beaucoup, François, d'avoir rappelé que les étudiants sont à leur manière des travailleurs transfrontaliers. Et on peut imaginer qu'ils obtiennent un statut de travailleur transfrontalier parce que le test Corona coûte à Saarbrück entre 45 et 90 €. Donc, c'est une somme non négligeable à débourser pour un étudiant. Merci beaucoup. Exactement. Et là, l'exemple qui nous était donné, c'était l'exemple de la ville de Cologne, où le prix du test montait jusqu'à 140 €. Donc, ça peut vraiment représenter une grosse somme qui n'est pas forcément prise complètement en compte par les assurances en plus. Valérie, je peux intervenir éventuellement sur ce sujet? Oui, bien sûr, Marjorie. Alors, je précise que Marjorie est secrétaire générale, ou plus exactement directrice, enfin, j'ai toujours du mal à… elle dirige la prestigieuse université franco-allemande et elle est actuellement juste au-dessus de ma tête. Elle est au premier étage et nous sommes au rez-de-chaussée. Voilà, merci beaucoup. Et alors d'abord, merci effectivement à Sophie, Mathilde, et puis à vous pour le… En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Chypre, alors j'ai très envie d'aller me promener ailleurs et je crois, effectivement, ça nous permet aussi ça nous permet de voyager à un moment où justement, nous aussi, on est aussi coincés et un peu enfermés. Alors, j'avais une question à votre endroit qui consistait à vous demander comment vous avez en fait… nouer les contacts avec les personnes, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez choisi, trouvé, identifié les différentes personnes interviewées. Alors, j'espère que vous n'avez pas déjà répondu 50 fois à cette question, mais bon, sinon, je veux bien que vous répondiez le 51e. Et puis, pour répondre, pas répondre, mais justement poursuivre sur ce que disait François Van Rockeghem. En fait, nous, par exemple, là, on est en train de réfléchir justement à l'université franco-allemande pour autoriser les établissements auxquels de notre réseau, et notamment dans le cadre des cursus, évidemment, et particulièrement dans le cadre de la mobilité, pour les autoriser à voir s'ils peuvent prendre en charge sur les aides aux frais de fonctionnement qu'on verse aux établissements, éventuellement une partie justement des frais générés par les tests de dépistage dans le cadre de la mobilité. Donc malheureusement, on ne peut travailler jamais que dans le cadre de la mobilité, c'est-à-dire effectivement dans le cadre de j'ai à passer un examen, une obligation de passer un examen. Voilà, et comme le disait Valérie, on ne peut pas juste, je pense que les établissements auront du mal à le faire, se dire, voilà, j'ai envie d'aller voir mes parents, ou j'ai envie d'aller voir mes parents, j'ai besoin d'aller les voir peut-être, et dans ce cas-là, est-ce que l'université ou est-ce qu'un organisme peut prendre en charge, disons, l'aide face à cette envie, et je trouve… donc voilà, je voulais juste signaler que nous, on est en train de réfléchir à cette possibilité-là, mais c'est encore une fois, dans un cadre qui est forcément celui d'un statut spécifique ou d'un cadre spécifique. Et je trouve que, en fait, l'une des difficultés, me semble-t-il, c'est aussi que le Covid ou la Covid touche justement sur l'envie, sur le désir, et je trouve que c'est ça aussi qui fait mal. C'est-à-dire qu'on voit bien dans sur Chypre, là, on voit bien que si on est dans un cadre, ça va, enfin ça va un peu mieux, disons, mais que si on n'est pas dans un cadre autre que celui de son propre désir d'aller vers autrui, de s'ouvrir à autrui, d'être en lien, qui est quand même un désir important, il me semble, pour l'humanité, et en tout cas pour l'Europe, effectivement, c'est difficile de trouver des formes de soutien. Voilà. Merci. Pardon d'avoir été longue. Non, merci Marjorie de ton intervention, merci beaucoup. Ce n'est pas une intervention d'ailleurs, c'est fidèle à ton tempérament généreux. Est-ce que vous souhaitez commenter ce projet de l'UFA qui serait le bienvenu? Alors je rappelle le terme employé par François, il a employé le terme de Sonderstatus, c'est-à-dire de statut d'exception, de statut spécifique.
Je pense que ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la famille et l'intergénérationnel. C'est effectivement, oui, dans la vidéo, elle a peur pour sa grand-mère, la jeune fille, mais c'est aussi, je pense, toutes les relations avec nos proches qui ont été un peu cassées avec le Covid. Enfin, je crois pas avoir fait la bise à mes parents depuis 8 ou 9 mois, enfin depuis le mois de mars. Et c'est très très bête, hein, mais j'ai 27 ans et je me dis que si j'en avais 7-8, de ne pas pouvoir faire la bise à ma grand-mère, bah ouais, c'est triste quand même. Enfin, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas simple et je pense que forcément, ça va quand même casser quelque chose dans les relations qu'on a à l'intérieur de la famille. Et puis pour ce que disaient François et Marjorie, je pense que sur les étudiants, aujourd'hui en plus, on le voit notamment en France, dans tout ce qu'on peut lire dans la presse, il y a un isolement des étudiants qui est fait notamment dans certaines structures, je pense aux universités. Et le fait d'être en Erasmus et voilà, de ne pas pouvoir rencontrer de gens. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire Erasmus à Madrid. Il n'y a pas eu beaucoup de soirs où on ne sortait pas, il n'y a pas eu beaucoup de journées où je ne suis pas allée me balader dans Madrid. Je me dis qu'aujourd'hui, être en Erasmus à Madrid, en fait, j'aurais rencontré personne, puisque en Zoom... Enfin, voilà, je suis très enchantée de vous rencontrer en Zoom, mais voilà, ça ne fait pas de cette rencontre de ce soir une rencontre. Voilà, c'est pas la même perspective qu'une rencontre physique. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis je pense aussi que ça va repousser l'Erasmus de beaucoup de jeunes. Je n'ai pas de chiffres, hein, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui l'année dernière auraient pu faire un Erasmus cette année et qui se sont dit on va peut-être voir comment ça se passe. Ce sera peut-être encore pareil cette année. Et c'est dommage parce que Erasmus, c'est une opportunité personnelle, mais je sais aussi que sur un CV, c'est toujours une ligne qui est très intéressante pour les employeurs. Ça montre aussi qu'on on a une ouverture d'esprit, qu'on a été rencontrer des gens, qu'on est curieux. Donc voilà, mais encore une fois, c'est aussi quand on regarde l'Erasmus aujourd'hui, quand François parle de 140 € pour un test PCR, c'est sûr que c'est un coût qu'il faut prendre en compte, surtout si on est isolé tout seul dans un autre pays, qu'on rencontre personne et qu'on ne peut pas rentrer chez soi dès qu'on a un coup de blues ou que voilà, il y a les vacances et qu'on a envie de rentrer et de voir des gens qu'on connaît. Donc c'est compliqué, je pense que la jeunesse va devoir, dans les prochains mois et prochaines années, être une priorité de l'Union européenne parce qu'on va avoir pas mal de choses à réparer, en tout cas de l'année passée, de l'année qui arrive, parce que bon, je n'ai pas envie de faire de mauvaise augure, mais je pense que ça va pas être une année extraordinaire 2021. Et par contre, pour répondre à la question de Marjorie, les personnes qu'on a interviewées, il y a beaucoup de gens qu'on avait notamment marché beaucoup avec Facebook il y a 3 ans. On a continué à fonctionner avec Facebook cette année. On a mis un petit peu plus de Twitter, mais voilà, ça tourne toujours autour des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Une personne qu'on a rencontrée en Erasmus nous présente une autre personne qu'elle a rencontrée via Erasmus, via Comenius, etc. Ou simplement voilà, son voisin ou sa voisine. Et puis je soulignerais juste, parce que justement, Amélie et Ingrid, tout à l'heure, si ça vous dit justement de livrer votre témoignage, parce qu'on a la chance d'avoir des personnes qui ont été interviewées pendant la série, pour la série. Bon, leurs témoignages ne sont pas encore forcément diffusés, parce que comme je vous l'ai rappelé, en fait, la série prend du temps parce que on voulait faire bien et donc on ne voulait pas qu'il y ait que 2 témoignages par vidéo, mais minimum 4. Du coup, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu avoir tous les témoignages. Donc, tout à l'heure, on se disait que ça pouvait être intéressant d'avoir le témoignage de personnes qui nous ont parlé il y a 8 mois pour nous dire comment elles vivaient la crise sanitaire et aujourd'hui, comment ça se passe pour elles. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je me disais qu'on peut peut-être vous présenter la vidéo sur la France Voilà. et ensuite, comme ça, rebondir avec les témoignages. Exactement, j'allais le proposer. Merci. Ça me semble parfaitement naturel. Alors, je vais bien partager l'écran. Hop.
France, nous sommes toutes et tous confinés depuis la fin du mois de mars. Ça fait bientôt 1 mois et demi qu'on est confinés. Pour sortir, il faut qu'on puisse montrer des attestations. La France a été un des pays les plus touchés en Europe par cette crise du Covid. Mais je pense que grâce à la pugnacité et au courage de toutes les équipes soignantes, on a réussi aujourd'hui à voir la guérison de plus de 50 000 personnes. Alors, il y a un plan qui a été présenté par notre Premier ministre, un plan de déconfinement progressif qui se fera selon la situation en temps réel de chaque département. Pour savoir, sur 3 niveaux qui sont associés à des couleurs. Donc, niveau rouge, le confinement reste le plus important. Niveau orange, niveau vert, où on va avoir la réouverture des commerces, des petits musées, le début de la reprise de la vie sociale. Mais malgré ça, il faudra que chacun respecte bien les gestes barrières. J'ai un attachement très particulier avec l'Italie, mes potes qui sont en Italie. J'étais vraiment très frustrée par le fait que j'avais l'impression qu'on prenne vachement de retard sur le confinement et qu'on n'était pas encore assez. J'avais l'impression que personne ne comprenait la situation autour et que j'étais la seule à me dire mais bougez-vous. Et du coup, c'était super frustrant. Le fait que les gouvernements soient dépassés par l'épidémie, bon, c'est quand même la première qu'on vit depuis 100 ans. Et c'est compréhensible, mais ce qui est beaucoup plus problématique vu de France, c'est que les autorités publiques ont très mal communiqué parce que dans un premier temps, ils ont volontairement beaucoup caché le problème. Et là, il y a des exemples. Je dirais par exemple la porte-parole du gouvernement qui dit on n'a pas besoin de masque. Emmanuel Macron qui dit moi je préfère aller au théâtre 3 jours avant son discours. Ça déjà, c'est la preuve d'une communication qui n'était pas bonne, alors qu'ils savaient très bien qu'on était en situation de pénurie et que c'était une manière, disons, de cacher la réalité. Donc ça, je trouve ça dommage. J'aurais plutôt préféré une communication à l'italienne, par exemple, de dire la vérité, de dire qu'on est dépassé et qu'on va affronter ça tous ensemble. J'écoute les infos de temps en temps, mais je le fais pas non plus d'une manière très assidue parce que j'aime pas forcément regarder les infos parce que je trouve que ça nous pourrit, en fait, ça fait naître beaucoup de peur et d'appréhension en nous. L'important, c'est aussi de trouver des choses qui, finalement, on n'a pas trop le temps de le faire et du coup, se dire, prends ce temps pour faire ce que tu n'as jamais pu faire, appelle tes potes que tu n'as fait jamais et du coup, finalement, c'est bien. Maintenant, je commence à apprécier ce temps, du coup, de me retrouver avec moi-même. Actuellement, je suis à Rennes, en coloc. Ça se passe plutôt bien. Je continue de travailler avec les produits que je vends. J'ai moins de stock parce que je ne peux pas m'apprévisionner. C'est un peu... c'est pas génial comme situation, mais j'ai réussi à trouver d'autres plans, des fermes ouvertes, des marchés dans un petit village de 1600 habitants, donc ça donne accès plus facilement. Et des livraisons, il y a eu beaucoup de bars ou de systèmes qui sont mis en place. Donc ça continue. Après, j'aurai plus de stock dans très peu de temps, mais... À la fac a été mis en place la production de solutions hydroalcooliques. Ça se mettait en place avec un groupe de 12 élèves qui s'est relayé. La première fois, c'était le 25 mars. On a produit donc 1000 litres cette solution hydroalcoolique, destination non pas des hôpitaux parce qu'ils arrivent à en produire eux-mêmes, mais du personnel soignant libéral. Donc que ce soit les cabinets médicaux, les infirmières, les EHPAD, qui venaient à la fac récupérer plusieurs litres de gel hydroalcoolique, ainsi que des masques, des gants, des protections s'ils n'en avaient pas. Et c'était le cas, personne n'avait assez de ce genre de protection, notamment les pharmaciens. Je suis bénévole à l'épicerie Totem, donc c'est une épicerie collaborative dans ma ville, juste à côté de la gare. Et je voulais être bénévole en fait juste pendant la période de confinement du coup pour être utile. Et donc mon rôle c'est de livrer des repas en fait en vélo. Je parle avec les gens et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que du coup je peux avoir du contact humain et me sentir utile et m'occuper. Donc j'aime vraiment beaucoup faire ça. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est les inégalités face à la quarantaine et au confinement. Les inégalités territoriales, moi je trouve que c'est les plus flagrantes. Entre ceux qui habitent dans des grandes agglomérations, qui vivent dans des petits apparts, et je sais que dans les quartiers nord, il y a une densité de population élevée et il y a un mal logement qui est patent. On a des échos, par
exemple, le confinement a du mal à être appliqué et que les sanctions sont beaucoup plus lourdes envers les citoyens qui le violent. Et ça peut générer un risque de tension, en fait. Ça peut mener vers des ennemis. Moi, je suis anti-citoyen à 7 fois français. Je suis très inquiet par rapport à cette inégalité-là. Et puis la deuxième inégalité, c'est qu'on se rend compte que le télétravail, c'est pas possible pour tout le monde. J'avais l'impression que quand ça a commencé à être compliqué, par exemple en Italie ou en Espagne, qu'en fait, ils étaient tout seuls et que tous les autres pays étaient un peu c'est pas notre problème parce que c'est pas notre pays, donc on va pas s'en occuper. Et finalement, on se rend compte que le problème de l'Italie, c'était nous dans 10 jours. Je pense qu'il y aurait eu besoin d'une ressource européenne sur la collaboration entre les pays. En fait, je pense qu'il y a eu une collaboration entre les pays parce qu'après, quand on voit les obligations de l'Union européenne, ils disent l'Italie a reçu tant de masques de l'Allemagne. Et je pense qu'ils ont tellement fait une communication claire. Dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de politique sanitaire commune au niveau communautaire. Donc c'est normal que ça revienne aux États d'agir. Et par conséquent, chaque État agit selon son idéologie, sa tradition culturelle. Donc il n'y a pas vraiment eu de coordination. Il y a eu un manque de coordination, en tout cas dans un premier temps. Les États ont étalé leur division de politique économique au grand bourse. C'était pas nécessaire. On s'est retrouvé dans la presse avec le club des radins contre le club Med. Je pense que ça accroît les divisions de l'Europe plutôt que ça rassemble. Il y a eu vraiment une augmentation du nationalisme en fait, avec le Covid, parce que tous les gouvernements qui ont dû gérer, enfin, à niveau national. Donc, chacun a pris ses choix. On voit bien que tous les pays ont des dates de confinement différentes, qu'ils ont des priorités différentes selon les magasins qu'ils autorisent. L'Union européenne, je ne la vois pas trop agir, au sens où je pense qu'il y a eu le Parlement qui est resté actif assez par le biais du télétravail, quoi. La Commission essaie de prendre des mesures, ils ont financé certains projets, ils ont donné de l'argent au début à l'OMS, mais concrètement, ils devraient vraiment essayer d'avoir un plan d'action général. Je veux dire, même moi qui suis cofondateur d'une association basée au Finistère, il s'agit de le dire, et déplorer quand même un certain manque de réactivité dans l'entraide et dans la solidarité. C'est vrai, c'est ce qu'ont fait les Italiens, par exemple, pas seulement les cadres politiques, mais aussi les citoyens. Ils se sont plaints de ce manque de réactivité. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'il s'agit aussi de dire que depuis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est excusée et je trouve ça assez admirable parce qu'à mon sens, c'est pas à elle de le faire. Ce serait plutôt aux chefs d'État et de gouvernement qui, à mon sens, ça n'engage que moi, mais sont peut-être trop puissants dans le cadre du processus de décision européen. Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, quand on voit que les beaux jours, entre guillemets, arrivent, c'est qu'il y a une réelle solidarité pendant cette crise, malgré les polémiques qui accompagnent toujours ces situations exceptionnelles. On voit que cette pandémie aurait pu avoir l'ampleur d'une peste au Moyen-Âge, mais jamais dans l'histoire une pandémie telle était si bien gérée, je pense. Notamment, voilà, vraiment, je souligne l'action des soignants et aussi des institutions publiques qui ont permis de mettre tout ça en marche. Il y a l'exemple du docteur Zacharopoulos, qui est député européenne et médecin. Et je suis très heureux de voir que ce docteur franco-grec est venu directement dès qu'il a pu. Il a remis la casquette de médecin, laissant un peu de côté celle de député, pour venir sur l'hôpital de guerre qu'il y avait dans l'est de la France. Moi qui vis, je vis par exemple à la langue de l'Espagne, donc c'est quelque chose de ma vie assez naturel d'aller en Espagne, d'aller passer la journée en Espagne, de faire les courses 2 heures en Espagne et de revenir. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte dans cette situation-là que l'ouverture des frontières est super importante. Moi, je ne me rendais pas compte avant parce que moi, c'est un droit, on va dire, inné, enfin, du coup, c'est logique. Et du coup, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, doit être conservé. On va se retrouver face à un dilemme.
un dilemme qui va être très simple. C'est soit on revient en arrière et on retourne à une espèce d'Europe des nations intergouvernementale avec quelques politiques en commun, mais rien de, enfin, pas vraiment de solidarité, ou est-ce qu'on en profite pour dépasser, pour arriver à un vrai fédéralisme, mais pas n'importe lequel, un fédéralisme qui soit démocratique. Et je pense qu'il faut repenser les institutions, les rendre vraiment plus proches des citoyens, une économie plus inclusive et surtout une Europe qui aide à la transition écologique. Certes, pas tout le monde peut-être peut accéder à l'information, mais moi je ne vois pas d'effort d'aucune sorte pour clarifier certaines choses. Enfin, vraiment aucune communication. Ils ont réussi effectivement à mettre en place comme un système commun la TVA. Ça, c'est vraiment l'achèvement économique européen. Mais si on n'a pas un plan sur les hôpitaux, sur un cas de crise, enfin moi, je ne sais pas s'il faudrait vraiment homogénéiser tout, mais au moins vraiment avoir des systèmes, des montants et des ressources en cas de crise. Ce qu'il faudrait vraisemblablement, c'est un plan de relance. Et le Green New Deal, il s'inscrit là-dedans, mais justement pour un plan de relance qui soit vert et qui laisse personne au bord du chemin, hein, comme on pourrait dire. Le problème de la relance, c'est que c'est la relance de l'industrie et la relance aussi, par exemple, des énergies fossiles qui, comme chacun sait, polluent beaucoup. Donc, non, le Green New Deal, il a un véritable intérêt. Là où je suis un petit peu inquiet, c'est sur des pays comme la Pologne ou la Tchéquie, qui ont fait savoir qu'elles n'étaient pas prêtes du tout à s'engager dans ce chemin pour la relance. J'ai tendance à être quelqu'un de super optimiste, mais là, je pense qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite. Enfin, par exemple, l'entreprise du tourisme, elle va vraiment en prendre un très gros coup, je pense. Moi, je suis même sûre. Je pense aussi il y a plein de festivals qui sont annulés, donc je pense que c'est un moment aussi qui est dur pour tous ceux qui travaillent dans le spectacle. L'Europe s'en sortira, comme toujours, si on continue sur cette lancée de travailler ensemble et en abandonnant les petits pseudo-intérêts nationaux, je pense. Et en pensant avant toute chose, non pas au profit qu'on fera ou à l'image qu'on va donner par rapport aux autres pays dans les gestion du monde, mais en pensant d'abord aux citoyens européens. Donc, il faut continuer à unir les hommes, ceux qui travaillent, ceux qui subissent, pour continuer à avancer ensemble en Europe. Alors, merci aussi beaucoup pour cette vidéo consacrée à la France. Je suis de plus en plus frappée par la nécessité, depuis que nous organisons donc ces rencontres en ligne, nous avons accueilli Corinne Pelluchon pour son très beau livre sur la crise des Lumières à l'âge du vivant, Camille de Toledo, mais quel que soit notre invité, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est la nécessité de la redécouverte du sens de sa vie tout simplement, du sens de nos vies. Et le nom qui revient par conséquent de manière récurrente aussi, c'est celui de Viktor Frankl, que je vous encourage à lire, qui dit que la souffrance humaine psychologique, elle vient d'une pénurie du sens. Et ceux qui résistent le mieux, on le voit bien dans la vidéo qui vient de nous être présentée, eh bien, sont ceux qui redécouvrent l'action concrète. Alors, je pense par exemple à cet étudiant en pharmacie qui nous dit que 12 élèves ont réussi à produire 1000 litres de gel hydroalcoolique, des masques et des gants. Je pense à Monique, Monique Greff, présente ce soir avec nous, qui est en Moselle et qui a été l'une des premières à faire circuler des visières qu'elle avait fabriquées avec, vous savez, les intercalaires en plastique de nos classeurs. Et Monique, j'avais eu l'occasion de te remercier parce que le personnel soignant qui s'occupait de mon père, qui souffrait à l'époque d'un très grave Parkinson, a été très heureux de partager ces visières que tu avais fabriquées. Donc,
fac de pharmacie qui intervient concrètement, ou encore le bénévolat, hein, comme cette jeune femme qui travaille dans une épicerie coopérative pour livrer des repas à bicyclette. Voilà 2 personnes qui ont donné du sens à la crise. Donc c'est un nom que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de vous inviter à le lire. Il s'appelle Viktor Frankl et il a inventé ce qu'on appelle la logothérapie, la libération par la parole. Hein, mais si vous voulez, il se différencie de Freud parce que ce qu'il accuse, c'est la crise de l'âme. Hein, c'est pas la crise sexuelle, c'est une pénurie de sens dans nos vies qui nous rend malades. Voilà. Alors, on aurait beaucoup à dire, j'aurais beaucoup à dire aussi de, je ne sais pas comment ça se prononce, Brèche Europe Finistère. Alors, j'ai connu beaucoup d'associations européennes, mais alors là, celle-là, très sincèrement, je ne suis pas prête de l'oublier. Brèche Europe Finistère, il faut s'en souvenir, qui accuse bien sûr le manque de réactivité générale. Voilà, on a beaucoup, bien sûr, de commentaires à formuler, mais je suppose que les personnes présentes ont envie de prendre la parole. Donc, je vais couper mon micro et leur céder la parole. Je veux bien prendre la parole puisque personne ne se lance et je vais commencer par simplement une remarque d'ordre géographique puisque je vis à Stockholm et je trouve ça vraiment formidable de pouvoir participer à cette conférence en ligne. Donc voyons quand même le verre à moitié plein. Cette crise a aussi été l'occasion d'innover et d'être inventif. Je referme la parenthèse. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les 2 films que l'on vient de voir, et aussi, si je fais lien avec ma propre expérience, puisque j'ai été interviewée par Sophie au printemps dernier, c'est qu'il y a une vraie dissonance, je trouve, dans le discours de ces jeunes, qui est quand même, je trouve, relativement résigné et pessimiste, et je dirais leur profil, parce que on voit bien que c'est des jeunes très réfléchis, a priori qui sont déjà intéressés par les questions européennes, voire qui ont déjà vécu une mobilité, et donc de ce point de vue-là, qui sont représentatifs d'un certain groupe de la jeunesse, mais pas forcément de toute la jeunesse. Et voilà, suite à ma remarque, cette question, finalement, à votre avis, est-ce que cette crise, ça peut être le renouveau de l'Europe ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça va être la fois de trop, j'allais dire, entre le Brexit, la crise économique de 2008, etc. Parce que si même ces jeunes, qui a priori devraient être les premiers convaincus, sont aussi fatalistes face à l'avenir, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, du coup, merci Amélie pour ton intervention et puis ça fait plaisir de te revoir. Donc, c'est vrai que oui, déjà, les personnes qu'on a interviewées, c'est entre guillemets le même souci que pour le documentaire, enfin, si je peux appeler ça un souci, notre documentaire sur l'Europe, Toit d'Europe, qu'on a réalisé il y a 2 ans. C'est que parler d'Europe, tout le monde ne veut pas en parler, tout le monde ne se sent pas légitime d'en parler. Entre guillemets, grâce à la crise du Covid, si je puis dire, par exemple en France, les personnes qui sont dans la vidéo, sur les 6, il n'y a pas la moitié, il y a la moitié qui a fait un Erasmus ou qui a pu avoir une mobilité et les autres non. Mais par exemple, Gaïa, la jeune fille en fait, qui est dans le sud de la France, dans les Pays Basques, en fait, elle n'a pas pu faire de mobilité, elle fait un service civique en France, mais par contre, elle habite à la frontière franco-espagnole, donc c'est vrai qu'elle a cette ouverture, je veux dire, qu'on peut avoir quand on part à l'étranger. Après, Tanguy, qui est dans la vidéo, c'est un ami à nous d'enfance, qui n'est pas forcément très intéressé par la question européenne, mais quand on lui a parlé du fait qu'on voulait parler de comment ça se passait, la crise du Covid,
lui avait vraiment envie de partager son expérience en tant qu'étudiant en pharmacie. Et c'est vrai que cette thématique sur la Covid nous a permis de toucher quand même, bon, du coup, ces vidéos, elles le sont un peu moins, mais notamment sur la République tchèque, de toucher des jeunes qui, comme je disais au début de la conférence, qui a pu, comment dire, qui a perdu son travail pendant la crise du Covid parce que c'est un restaurateur, enfin, il était engagé, il faisait des saisons, etc. Donc, c'est plus de boulot, plus de rentrée d'argent. D'autres personnes aussi en Allemagne, ou aussi des jeunes tout simplement qui ont perdu leur mobilité, mais à l'étranger. Mais c'est vrai que bien sûr, quand on parle d'Europe, on arrive toujours à une même catégorie de personnes qui a fait des études ou qui ont eu une expérience à l'étranger, un service civique, un Erasmus, travailler à l'étranger. Donc c'est sûr que là-dessus, même si on essaye de chercher à chaque fois des gens de tous les horizons, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème. Et au niveau du fait qu'ils sont un peu fatalistes sur les prochaines, un peu négatifs sur les prochaines années, je rebondirais surtout sur le fait que beaucoup de personnes, que ce soit là à Chypre ou même en France, et dans d'autres vidéos, nous ont parlé de la relance verte qui est importante pour eux. Ils estiment qu'on devrait aller vers ce panel-là, aller plus vers l'écologie, notamment Aphrodite à Chypre estime qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que ce ne sera pas dans 10 ans qu'on pourra le faire. Et c'est vrai que là-dessus, beaucoup de personnes nous ont parlé de cette relance verte, mais comme l'a dit le français Jocelyn, il a souligné que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une relance économique et on va plus tanguer vers une relance industrielle que écologique. Donc, ça sera là à voir dans les prochaines années. Et si je peux juste compléter, je pense aussi qu'il y a un peu de fatalisme dans le sens où il y a beaucoup de gens, enfin, je pense à Jocelyn et Semi qu'on avait déjà interviewé il y a 3 ans et qui, dans leur discours il y a 3 ans, étaient très, enfin voilà, ils le sont toujours, hein, très européens et en fait, je pense qu'ils attendaient aussi, enfin bon, c'est un peu caricaturé, mais je pense qu'ils attendaient un peu de quelque chose de cette crise, que l'Europe montre qu'en fait, on était là les uns pour les autres. Et c'est vrai que même Sophie et moi, hein, après Toi d'Europe, la première étape, forcément, on en sort européenne, forcément, on a envie de voir que les choses évoluent dans le bon sens. Et cette crise, on s'est tous un peu regardés en se disant, mais qu'est-ce que fait l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'on laisse les Italiens comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait rien? Donc, je pense que voilà, c'est plus être déçu de voir que les choses vont pas dans le sens voilà, qu'on espérait, vont pas voilà, dans le sens, oui, dans le sens qu'on espérait voir les choses évoluer. Donc, je pense que c'est plus sur ça. Et puis après, je pense que, enfin, moi, la première, on a tous été un peu fatalistes pendant cette période-là, de se dire, bon, je vais d'abord me mettre à lire, je vais d'abord regarder les séries que j'ai pas regardées, je vais d'abord faire un travail sur moi-même. Puis au bout de 3 semaines, on a fait le tour et en fait, l'enfermement, c'est long, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça, mais oui, je pense qu'il y avait aussi une partie d'eux qui était déçue de se dire, en fait, on avait l'occasion là de montrer aux gens qui sont eurosceptiques que l'Union européenne, elle sert à quelque chose, qu'on est là les uns pour les autres. Et il a fallu tarder avant de voir notamment l'Allemagne, hein, qui a accueilli pas mal de patients français. Mais même sur l'Italie, quand on voit Bergame, Lyon est quand même pas si loin. Donc voilà, on aurait pu accueillir très rapidement des malades. Moi, je suis bretonne à l'origine, voir qu'en fait, on préfère transférer des gens de Metz ou de Strasbourg à Brest plutôt que de leur faire traverser la frontière allemande. Rien qu'en termes de kilomètres, on se dit mais c'est aberrant, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que quelque part, la nature dans cette situation a réalisé le rêve des extrémistes des deux bords, c'est-à-dire les frontières fermées, la fin de la globalisation et de la mobilité sans foi ni loi, passez-moi l'expression. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que comme tu dis, c'est peut-être l'occasion ou jamais finalement pour l'Europe de se montrer et de s'affirmer, mais s'il n'y a pas la prise de conscience et la volonté d'aller dans ce sens, c'est vrai que ça va être très compliqué, je pense. Alors, je ne voudrais pas jouer le rôle du professeur dans le cercle des poètes disparus,
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ces jeunes ou certains jeunes dont vous réalisez l'interview attendent des institutions européennes quelque chose qu'ils peuvent peut-être générer, produire, susciter. La réflexion que j'ai envie d'esquisser, c'est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport maintenant, le terme est un peu compliqué, mais je peux le retraduire en termes simples, de consubstantialité entre l'Europe et la jeunesse. C'est-à-dire que l'Europe, après la Covid-19 2021, c'est la jeunesse. Elle a quelque chose à prendre en main. Et alors bien sûr, le terme employé par Amélie est très fort, hein, le terme fataliste pour caractériser les discours qu'on a entendus, oui, pourrait être inquiétant. Alors, je pense dans ce cas-là que mes étudiants ne sont pas représentatifs alors de cette jeunesse européenne et qu'il serait peut-être intéressant de les interviewer parce que je les trouve incroyablement motivés, incroyablement imaginatifs, créatifs, et voilà, ils ne cessent de m'étonner, hein, comme ce matin à 8h15, je vous l'ai dit, 2 semaines après la fin du semestre, nous recevions le secrétaire d'État à la justice et plénipotentiaire aux affaires européennes de SAR, M. Roland Thijs. Nous étions une trentaine, 2 semaines après la fin du semestre, alors qu'ils étaient saturés de connexion. Je me suis dit, mais en m'endormant hier soir, qui va se lever demain matin à 8h pour écouter Roland Thijs? Et ils étaient là. Bon, donc, d'abord, je les en remercie, et puis ensuite, je les encourage prudemment à prendre les choses en main. Alors, prendre les choses en main, ça se prépare. Hein, on a évoqué ensemble l'idée de l'organisation d'un Parlement européen des étudiants. C'est compliqué, mais c'est possible. Il faut en reparler. Je pourrais juste intervenir 2 secondes, si vous permettez. Bonsoir. Donc, Monique de Forbach, hein, Moselle. Moi, je pense quand même qu'il y a des points positifs dans tout cela, parce que déjà, ça nous a permis, et vous l'évoquez bien, de retisser des liens intergénérationnels, parce que vous avez le temps d'être avec votre famille, vous vous êtes préoccupé de votre famille, ça c'est très important. On a à peu pris conscience qu'il y a la grand-mère, le grand-père, et qu'ils étaient fragiles, alors que dans nos vies rasantes, on n'a pas le temps de penser à ce genre de choses. Donc, quelque part, on se repose les bonnes valeurs. Et Valérie disait tout à l'heure, ça a du sens. Il faut revenir à l'essentiel et au sens. Donc, je pense vraiment que ça, surtout à Chypre, on le sent bien, parce que ce sont des familles qui sont très, très soudées. Hein. Je pense que c'est une autre culture et que la famille a encore une valeur, je dirais, au-delà de la valeur normale, parce qu'on est dans cet esprit, comme en Italie, il y a beaucoup de pays comme ça qui ont besoin de s'épauler les uns les autres. Donc, c'est positif. Deuxième chose, je pense que les projets du New Green Deal, pardon, eh ben, pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permettra à vous, les jeunes, à avoir des projets parce que vous avez un vécu, quelque chose de réel, quelque chose de concret. Parce que quand on parle de climat et d'environnement, c'est quelque chose qui est presque, je dirais, artificiel. Alors que là, on s'aperçoit que non, finalement, le climat, le dérèglement climatique, c'est la cause de ce genre de pandémie et d'épidémie. Donc, on est dans une phase de réflexion et c'est vous, les jeunes, qui allez les porter dans les 10 ou 15 années à venir. Donc, les projets, vraiment, je pense que maintenant, ils ont une assise et il faut juste les développer. Et la troisième point positif, et je m'arrêterai là, c'est que l'intelligence artificielle nous permet d'être là ce soir et que quelque part, eh ben, quel grand bonheur de pouvoir échanger avec des gens du monde entier. Finalement, on a le temps ce soir, puisqu'on ne peut pas faire autre chose que d'être derrière nos écrans, de nous voir et de nous dire bonjour et de nous connaître. Pourquoi pas? Il faut aller avec son temps et évoluer, c'est fondamental. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et je pense effectivement que l'Europe a quand même pris les choses, pour défendre l'Europe, a quand même pris les choses, à mon avis, à bras-le-corps.
Et puis la chancelière aussi, je pense qu'elle a quand même fait un beau boulot. Il faudra vraiment la remercier de ce qu'elle a fait. Voilà, c'était mon intervention. Et Braise, Valérie, ça veut dire Bretagne, non? Oui, Si je ne me trompe pas. Je sais bien. Bretagne, Europe, Finistère. Voilà. Il faut donner un petit peu de positivité à tout ça. Merci beaucoup, Monique. D'autres réactions? Peut-être que Ingrid, tu voudras peut-être témoigner comme quand tu as interviewé, c'est la première vidéo qu'on a publiée sur la Bulgarie, quand tu étais en Bulgarie. Et du coup, c'était aussi notre but de ne pas faire une première vidéo sur la France ou sur l'Allemagne, mais faire sur un autre pays dont on parlait assez peu, en fait, finalement, dans les informations en France et même ailleurs, je pense. Donc, peut-être que tu peux témoigner aussi. Bonsoir à tous, merci Monique pour votre positivité, ça fait plaisir. Bon alors je vais d'abord raconter un peu ma vie, hein, puisque voilà, comme disait Sophie, j'étais dans la première vidéo, j'étais en stage en Bulgarie en fait à partir du 15 février, donc moi j'ai vécu toute cette crise de l'autre côté de l'Europe complètement. Voilà, au début, moi j'avais des amis qui ont réservé leur billet d'avion pour venir en Bulgarie, mais alors, je sais pas, le 10 mars, quoi, on se disait, mais non, mais jamais il va y avoir de confinement. Donc, on les a toujours pas remboursé du billet d'avion d'ailleurs. Donc, voilà, ça a coûté 50 €, ça fait une bonne leçon. Donc, voilà, j'ai vécu le confinement en Bulgarie, ça a été à peu près les mêmes mesures qu'en France. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à raconter de particulier de ce côté-là, hein, parce que ça s'est suivi. Alors, c'est vrai que ça s'est suivi très vite parce que je pense qu'ils avaient moins confiance en leurs institutions, enfin, en leurs hôpitaux, leurs institutions, etc. Donc, en fait, très vite, ils ont fermé le pays, fait des quarantaines parce qu'en fait, ils se sont dit, mais nous, si on a des cas comme en Italie, comme en France, mais on va jamais s'en sortir, quoi. Donc, très vite, ils ont pris des mesures, même avant la France, je crois, juste avant. Et donc ensuite, ben, je suis rentrée en France, j'ai fait l'été en France, où là, d'un coup, tout s'était libéré, la vie était revenue. Rappelez-vous, cet été, c'était sympa. Tout fonctionnait, tout était ouvert. Voilà, on fait des petites vacances. Ensuite, voilà, ce qui est intéressant aussi pour mon cas, c'est que je suis retournée dans les pays de l'Est, mais cette fois-ci en Serbie, au mois d'octobre. Donc là, c'est hors Europe, donc, enfin hors Union européenne, pardon. Donc c'est un pays voisin avec la Bulgarie, mais c'est un pays en dehors de l'Union européenne. Donc c'est complètement différent et en même temps, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça aussi, parce que du coup, bah, la politique est complètement différente. Aujourd'hui, en Serbie, on parle du vaccin chinois, c'est le vaccin qui va être proposé à la population, etc. On n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques qu'en Bulgarie, qu'en France. Quand on est en Serbie, on peut aller nulle part, en fait. Tous les pays sont bloqués, à part, il me semble, la Biélorussie, l'Égypte et la Turquie. Donc, c'est quand même assez limité. Et moi, mon compagnon est serbe. Donc, on s'est pacsé pour pouvoir passer les vacances ensemble. Voilà, moi, j'ai beaucoup d'amis binationaux qui sont mariés, alors que ce n'était pas du tout prévu pour pouvoir seulement, en fait, se voir. Parce qu'en fait, sinon, c'est... ben là, par exemple, en France... Enfin, vous êtes bloqué jusqu'au 15 mars au minimum, je pense. Enfin, ça dure un petit moment. Moi, je suis en Azerbaïdjan maintenant. Encore une fois, la situation est complètement différente. Ici, il y avait une quarantaine jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, tout est ouvert. Les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts. On attend quand même une deuxième vague ou troisième vague, je ne sais pas où on en est. Enfin bref, du coup, 4 pays, 4 situations, c'est vraiment hyper intéressant. Et je voudrais dire aussi, voilà, bon, je me fais un petit peu défenseuse de l'Union européenne aussi. J'ai bien aimé le témoignage qu'on a entendu sur la vidéo française, alors je ne sais plus comment il s'appelait, qui disait quand même ça aurait pu être une épidémie, genre, bon, peut-être pas la peste non plus, mais la grippe espagnole au minimum. Mais pour l'instant, c'est quand même, alors, relativement sous contrôle. À quel prix, ça c'est une autre question. Mais voilà, en fait, on a tendance souvent aussi à voir ce qui ne va pas, alors qu'en fait, on est quand même face à une situation absolument exceptionnelle. Ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, minimum. Et quand même, il y a des choses qui fonctionnent. Alors évidemment, tout ne fonctionne pas, mais est-ce que c'est la faute de l'Union européenne qui a, pour ma part, je pense, fait de son mieux
dans cette situation exceptionnelle pour réagir, ou est-ce que c'est de la part des pays aussi individuellement en fait qui ne respectent pas les recommandations de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle n'a pas un pouvoir, comment dire, elle ne peut pas forcer les pays à faire ce qu'elle veut. Elle dit par exemple, respectons l'espace Schengen, gardons nos frontières ouvertes. Quand l'Allemagne décide de fermer sa frontière avec la République tchèque, Ursula, elle est sympathique, mais elle ne peut rien faire en fait. Voilà. Donc, moi, je voudrais aussi souligner la situation, je ne sais pas si vous avez vu en Ukraine, par exemple, ils n'ont aucun vaccin, rien. Mais ils ont vacciné 15 personnes, en fait, en tout. Donc, enfin, j'exagère, hein, mais donc voilà, donc malgré toutes nos difficultés, toutes nos faiblesses, des petits pays qui n'ont pas beaucoup de poids économique, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, arrivent quand même à s'en sortir. Il y a du soutien. Évidemment, ça pourrait être mieux, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient d'avoir encore cette liberté relative. Bon, là, c'est encore une autre étape aujourd'hui avec les frontières fermées en France, mais une liberté encore relative. Voilà, en Azerbaïdjan, par exemple, le visa touristique qui est obligatoire n'est plus délivré depuis 1 an. Donc, plus personne ne peut venir, sauf cas exceptionnels, comme c'est le cas en France. Voilà, nous, ça fait 1 mois. Donc voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Ingrid. Je peux vous demander ce que vous avez fait en Bulgarie comme en Serbie. Qu'est-ce que vous y faites là-bas, à l'Est? À l'Est, en Serbie et Bulgarie, c'était des stages de FLE, prof de français. D'accord. Alors, ça m'amène à poser une question concernant l'Est, justement, puisque tout le monde s'accorde à associer la relance européenne à un programme commun écologique, une sorte de Green New Deal. Est-ce que vous pouvez, Sophie et Mathilde, vous faire l'écho de ce que vous avez entendu de la jeunesse polonaise et tchèque? Oui, alors après le seul problème, c'est que je pense qu'on n'a peut-être pas interviewé les bonnes personnes parce qu'on n'a pas eu beaucoup de personnes qui nous ont dit Orban est super, j'adore ce qu'il fait. Donc forcément, on ne va pas avoir toute la population. Maintenant, nous, les jeunes qu'on a interviewés étaient... ça revient aussi avec ce qu'on avait vu déjà dans le premier documentaire, quand on avait interviewé les jeunes. Ils sont très ouverts à l'Union européenne. Ils connaissent les opportunités que leur apporte l'Union européenne. Ils savent bien que voilà, Erasmus ne serait pas possible aujourd'hui sans l'Union européenne, que toutes ces opportunités de voyage ne sont pas possibles sans l'Union européenne. On avait, notamment en Hongrie, interviewé des jeunes de chez Jobbik, donc le parti anti-Union européenne, anti beaucoup de choses d'ailleurs. Et même les jeunes de chez Jobbik nous disaient, en fait, aujourd'hui, on sait très bien qu'on a besoin de l'Union européenne, pas que financièrement, mais aussi pour les opportunités que ça nous apporte, nous, en tant que jeunes. Donc sur ça, voilà, nous, en tout cas, les jeunes qu'on a interviewés étaient plutôt partants pour ce plan de relance, pour ce plan vert. Et puis parce qu'on a eu aussi beaucoup de gens, notamment en Pologne, qui nous disaient qu'aujourd'hui, il allait falloir réinventer en fait l'Union européenne après cette crise, et que réinventer l'Union européenne avec beaucoup plus de valeurs environnementales, c'était l'occasion en fait de le faire, cette crise. Je ne sais pas si Sophie, tu veux compléter. J'allais juste rajouter sur la Pologne aussi, parce qu'en plus, on voit au niveau des événements aujourd'hui. En Pologne aussi, il y a déjà 7 mois, quand on avait interviewé les personnes, il y allait avoir des élections en Pologne, et il y avait des jeunes filles qui étaient déjà inquiètes par rapport au droit à l'avortement, qui est contesté aujourd'hui. Enfin, on peut dire qui est rendu interdit, parce que vu les conditions... Bref, et on nous a déjà, en fait, on nous parlait de ces dérives-là, et c'était intéressant aussi que ça soit aussi en Hongrie, où des personnes, des jeunes nous ont parlé des dérives qui avaient pu entraîner cette crise de la Covid-19, qui avait en fait tout simplement des gouvernements avaient un peu octroyé des droits et allaient passer des lois contre
compte citoyen finalement, et le droit à l'avortement en Pologne avait déjà été souligné il y a 7 mois. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, depuis novembre, c'est vraiment définitif quasiment. Mais voilà, c'était aussi des thématiques qu'on n'a pas forcément, qui ne sont pas sur la relance de l'Union européenne, mais que je trouve importante, parce que finalement, la société ne s'est pas arrêtée avec le Covid, même si elle s'est ralentie, disons. Il y a des problèmes politiques et des problèmes de société qui font aujourd'hui, qui ont été finalement mis en lumière avec la pandémie et le confinement. Et comme l'a souligné aussi le jeune français Samy, cette pandémie nous rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup d'inégalités, que ce soit au niveau du travail des personnes qui sont essentielles, qu'il était complètement au niveau en mars, quand les supermarchés, il fallait qu'on prenne à manger, il fallait bien qu'il y en ait qui aillent travailler, pendant que d'autres, nous étions chanceux, nous pouvions télétravailler. Mais aussi des inégalités au niveau de logement. Nous, on était à 3 à Nières, chez Mathilde et sa colocataire. C'était sympa, c'était un peu l'auberge espagnole, mais il y a des familles où c'était beaucoup moins sympa, parce que c'était vraiment un petit appartement Enfin, disons que le second confinement, je l'ai fait chez mes parents, dans une grande maison en Bretagne. C'est pas la même chose que dans un appartement à Paris. Voilà. Juste si je puis me permettre une petite intervention, parce que en l'occurrence, moi j'ai vécu à la fois en République tchèque et en Pologne. Donc je voulais juste revenir un petit peu par rapport au Green Deal et à leur approche. Moi, de ce que j'ai ressenti, alors déjà on m'a beaucoup parlé, pour avoir échangé à la fois avec des Tchèques et des Polonais, la différence entre la génération justement, alors eux-mêmes s'appelaient génération Erasmus, entre guillemets, mais c'est-à-dire la génération mobile, qui avait expérimenté cette mobilité et qui était beaucoup plus à même, qui ressentaient les bienfaits de l'Union européenne et qui du coup avaient une vision où ils étaient prêts à prendre en compte un programme européen et nous accompagner en fait dans ce développement-là, y compris dans la transition écologique. Et en soi, de mon expérience, par exemple, pour avoir regardé l'effet du programme Natura 2000, qui était donc en amont par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui du Green Deal. Par exemple, en Pologne, pour avoir échangé un petit peu dessus, ce n'était pas du tout tant une approche réfractaire, mais c'était plutôt l'aspect bureaucratique qui était dénoncé, c'est-à-dire le fait que c'est quand même très complexe d'obtenir des fonds européens, que c'est quand même, voilà, il y a toutes ces complexités-là, et eux, ils n'avaient pas forcément des structures démocratiques, c'est quand même des pays qui, entre 89 et 91, ont commencé à avoir un développement démocratique différent, et du coup, il y avait quand même cet aspect où leurs institutions n'étaient pas prêtes, et ne le sont toujours pas forcément aujourd'hui. Ils sont d'accord peut-être sur le principe du Green Deal, mais c'est plus ces freins aussi qui sont d'ordre bureaucratique, plutôt qu'un rejet complet de « non, nous ne sommes pas d'accord », et puis après, il y a aussi les enjeux géopolitiques qui font que, surtout au niveau de la Pologne, par rapport à la Russie, où eux, ce qu'ils voient surtout, c'est par rapport à une transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la Russie, qui est aussi une crainte que nous ne ressentons pas. Mais voilà, pour être allé un peu dans les pays baltes, ou en Pologne, en République tchèque, on ressent vraiment ces craintes qui sont très présentes et qui expliquent aussi l'approche différente qu'ils peuvent avoir de la problématique énergétique par rapport à nous, en France ou en Allemagne. On ne va pas du tout ressentir en fait ces craintes-là. Et ça, c'est lié à l'histoire. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour cette intervention. On songe, l'équipe de l'Institut français de Saarbrück voudrait bien consacrer la journée de l'Europe, donc de mai, aux 2 Europes Ouest-Est, et focaliser son attention justement sur l'Est. On a ici à Saarbrück une ancienne députée européenne très, très engagée pour l'Europe de l'Est, qui s'appelle Doris Pack. Et la chose se précise de semaine en semaine. Merci beaucoup. Je peux juste intervenir une seconde concernant l'avortement. Il y a quand même eu des réactions au niveau du Parlement européen. Il y a quand même des eurodéputés qui ont condamné la Pologne pour ces actions, et ils appellent la commissaire à revoir cette question et de solliciter le gouvernement polonais à revoir sa copie. Ils ont même proposé à un moment donné de pouvoir aller avorter dans les pays voisins, de pouvoir
profiter c'est ça l'Europe aussi, hein, c'est de pouvoir se faire soigner ou dans des cas de crise de cette nature, à pouvoir aller chez le voisin sans trop de problèmes, hein. Je pense qu'il y a des eurodéputés qui ont levé ce genre qui ont posé ces questions et qui souhaiteraient avoir des réponses. Voilà. J'aimerais bien, s'il vous plaît, dire un petit mot. Pierre Mainguy, je suis de Normandie et j'ai plus de 30 ans de vie internationale et de vie européenne derrière moi, et toujours. D'abord, je voulais féliciter bien sûr Sophie et Mathilde pour leur travail. On a eu le plaisir, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sophie à Berlin, il n'y a pas très longtemps. Et je dois dire que, bon, je suis au Team Europe de la Commission européenne et je suis spécialisé sur le Brexit, donc je suis cette affaire de très près. Et je voudrais surtout, et président de la Maison de l'Europe de la Seine-Maritime. Alors, je voudrais vous envoyer un message vraiment d'espoir. Parce que je suis dans une région qui est extrêmement eurosceptique, très eurosceptique. Et nous faisons à la Maison de l'Europe un travail important et nous arrivons aujourd'hui sur la Seine-Maritime à avoir plus d'une centaine d'adhérents en 2 ans. Et ce qui me frappe, c'est que nous avons parmi nos adhérents beaucoup d'eurosceptiques qui découvrent une chose, qui découvrent qu'on ne parle plus, nous, de l'Europe, mais qu'on parle de l'Union européenne. Et que le mot union, ça a un sens. Et à chaque fois que je fais mes interventions, je tiens à rappeler qu'une union d'États, ça ne s'est jamais bâti dans l'histoire en un coup de baguette magique et en un jour. Mais que ça a été très long, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Suisse encore plus, avec des retours en arrière. Donc il y a une énorme patience. Je crois que c'est un travail de génération. Ce sera votre génération, les jeunes, ce sera la génération de vos enfants, mais je suis convaincu qu'il va falloir un très longtemps, enfin je dis un très longtemps par rapport à ce qu'on a l'habitude, bien sûr. Je donne toujours comme référence, je me suis passionné, je suis mathématicien, donc, mais je suis passionné d'histoire, je me suis passionné notamment pour les États-Unis, toute la période de la création jusqu'à la guerre de sécession. Et c'est extraordinaire de voir qu'on a fait revoter des États américains pour rentrer dans la Confédération au départ, que très souvent il y a eu des allers-retours, que la santé par exemple n'est pas pleinement de la compétence de l'Union. Et donc il faut rappeler tout ça. Et moi je suis toujours surpris de voir tous nos adhérents qui étaient eurosceptiques dire « Ah ben oui, c'est vrai, oui, on ne voyait pas ça sous cet angle-là ». Et le travail que fait Sophie, je vous ai demandé, et Mathilde, de bien vouloir animer aussi une visioconférence en Normandie. Je puis vous assurer qu'il y aura du monde, hein, puisque là, nous venons d'augmenter notre capacité Zoom, puisque nos visios sur l'Europe augmentent en nombre de followers, comme on dirait, pour employer ce mot anglo-saxon. Donc, je veux vous encourager. Et vous commencez à faire école, parce que nous avons été contactés par une étudiante qui a fait donc un CES, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, en Lettonie, à Rēzekne, qui s'est dit « mais je vais être la seule Française à Rēzekne ». Je lui dis « non, vous ne serez pas la seule Française, puisque moi j'y étais pour le mariage de mon collègue de Lettonie, professeur d'économie ». Alors vous voyez, l'Europe, il faut cela. Je vais dire, il faut l'acquérir, il faut la découvrir, il faut la faire découvrir, et je suis sûr que votre travail, il aura incontestablement des conséquences positives. En tous les cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup, Pierre. Et c'est vrai que pour rebondir à ce que vous avez dit à la fin, c'est que justement, on a pu voir qu'avec la crise de la Covid-19, Mathilde l'a rappelé tout au début, la mobilité va être réduite. On n'aura pas toutes ces... Enfin, moi, j'ai un super souvenir de mes 2 Erasmus en Allemagne. Ça m'a permis déjà d'apprendre l'allemand, de parler l'anglais et de me faire des amis dans toute l'Europe. Ce qui n'était pas
du gâteau au début, disons. Et c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit énorme. Le fait que derrière, quand on rentre chez nos parents, des amis de l'Europe viennent manger des fruits de mer en Bretagne, c'est des super souvenirs pour tout le monde. Et en fait, c'est des souvenirs il y a les générations après nous, les générations de notre petit frère qui est en première année d'école de commerce, qui lui, pour l'instant, les stages, on ne sait pas comment ça va se passer, les séjours à l'étranger, on ne sait pas non plus. C'est toute une génération et toutes des personnes qui n'auront pas la chance pour l'instant. Donc j'espère que ça va se poursuivre, mais en tout cas, qui vont peut-être un peu ne pas bénéficier du même confort qu'on a pu nous avoir. Et c'est vrai que je pense que le Zoom, les interventions en ligne, les choses comme ça ne répareront pas les liens physiques qu'on peut se faire avec les amitiés qu'on peut créer. Mais en tout cas, ça peut emmener aussi à parler de l'Europe autrement, de parler des témoignages, que ça soit Ingrid et juste avant Amélie, des personnes qu'on a rencontrées via les réseaux sociaux, via les amis d'amis qui ont pu livrer leurs témoignages pour Toit d'Europe, et puis derrière de garder contact avec Amélie, on va retravailler encore sur un projet ensemble. Donc c'est vrai que derrière ça noue des liens. On va pouvoir aider aussi pour des projets aussi d'amis, donc c'est vrai que il y a toute une richesse via aussi ces nouvelles technologies qui peuvent faire qu'on peut progresser pour l'union de demain aussi, certainement. Moi, j'y crois beaucoup. Valérie, on ne vous entend plus. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Pierre. Je vais vous appeler par votre prénom. On appartient donc à la même famille, puisqu'on aime les mêmes personnes. Que voulais-je dire ? Une idée de documentaire, mais je sais que votre carnet de commandes est déjà plein, mais il y a un documentaire quand même qui serait très intéressant à tourner, qui serait consacré au projet porté par les étudiants pendant cette crise, aux projets concrets. Ce matin, on en a entendu quelques-uns. 2 ou 3 qui ont été exposés à notre secrétaire d'État. C'est formidable quand même ce qui s'est pensé et ce qui est en train de se mettre en place et qui est porté donc par nos étudiants. Avez-vous d'autres questions, d'autres réactions? Le temps file. Oui. Non, juste peut-être une remarque. Nous, au niveau du Havre, nous avons tout un programme d'une année avec Magdebourg, et notamment à l'occasion du 30e anniversaire du jumelage. Et nous allons donc, au travers de cette action, j'allais dire, greffer un certain nombre d'autres actions, dont par exemple une comparaison franco-allemande sur la reconversion des friches industrielles dans le cadre notamment de la transition écologique. Et je suis personnellement, je suis vice-président du conseil de développement de la métropole havraise. Et donc, dans mon groupe de travail, j'ai fait inscrire la dimension sur la transition écologique et le Green Deal. Donc, on aura notamment une présentation du point de vue de la Commission européenne et de la politique européenne. Voilà. Vous avez un calendrier, Pierre? Vous avez déjà arrêté? Avec Magdebourg, oui, on est en train de mettre tout en place. On va avoir une très grande période au mois de mai, bien sûr, toute la semaine du 9 mai. Et puis ensuite, en octobre, on a repoussé en octobre parce qu'on espère le faire en présentiel, évidemment. Donc en octobre, on a une semaine entière franco-allemande. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Justement, il y a les coordonnées, il n'y a pas de souci. Voilà, on sait comment se contacter, et puis le dialogue a commencé. Voilà. Et puis, surtout que vous savez, au Havre, en fait, le Havre, il y a beaucoup de personnes avec des noms d'origine allemande. Entre 1840 et 1870, 40 000 personnes des pays germaniques sont passés par le Havre pour émigrer aux États-Unis, mais 2 tiers sont restés, et c'est la raison pour laquelle au Havre, on faisait allemand première langue. Merci. Oui, j'ai grandi à Cabourg, j'ai 60 ans et j'ai choisi allemand première langue, j'étais toute seule en cours.
Ah oui. Ah non, nous étions plus nombreux. Voilà. D'autres réactions, questions, suggestions? Non? Alors, si j'ai bien compris, la maison familiale Herriot est grande. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on s'y donne rendez-vous pour y manger des fruits de mer dès que possible. Avec plaisir. Alors, je tiens à remercier Sophie et Mathilde, bien sûr, et puis toutes les personnes qui se sont connectées. Je vois apparaître des pouces, donc ça me fait plaisir de vous avoir fait plaisir. Je sais que la Fondation Hippocrène pour l'Europe, la culture et l'éducation et la jeunesse s'est connectée en décembre et s'est connectée aussi pour assister à une partie de notre dialogue de ce soir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. La prochaine soirée que nous l'organisons avec Djali Amal, le 8 mars, journée de la femme. Djali Amal, prix Goncourt des lycéens 2020. Et nous associerons à cette soirée 3 jeunes femmes qui témoigneront de leur façon de vivre. Alors, le mot féminisme est un peu difficile à définir, mais enfin, 3 façons de vivre leur vie de femme dans des contextes particuliers. Donc, Fatma Pia Oté, comment peut-on être musulmane et féministe, ou encore Zainab Baya Koyo, qui a créé une association en Côte d'Ivoire pour venir en aide aux jeunes filles victimes de harcèlement et d'agression sexuelle en milieu scolaire. Voilà. Ben, merci à tous et à toutes. Je suis aussi triste de vous quitter que si vous aviez été dans la rotonde à côté. Je vous embrasse très fort, de très loin. Et à bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup encore. Merci pour Au revoir, l'invitation. merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ouais.